Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre-Alexis. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Toujours très bien. Ouais, comme d'habitude. Aujourd'hui, du coup, on s'était proposé d'analyser ensemble une copie d'une élève qui a gagné le jeu concours de Mission Prépa en partenariat avec Audencia. Le sujet qui a été proposé était « Mon monde à moi ». Qu'est-ce que ça t'évoque ce sujet avant même de commencer? C'est un sujet qui assurément donnait à réfléchir. Pouvait étonner d'ailleurs la personne qui a été tirée au sort, le note à un moment dans sa dissertation que j'ai parcouru auparavant, évidemment, avant de venir, sur le caractère quasiment enfantin de la formulation, mon monde à moi, comme c'est ma maison à moi, c'est mon cartable à moi, c'est mon jouet à moi. Donc quelque chose qui est un peu répétitif sur le à moi, qui vise à recentrer les choses sur un monde qui serait auto-centré et précisément cela permettait d'interroger clairement le thème d'année qui est vaste. D'abord c'était mon monde et pas le monde, et c'est ce dialogue entre mon monde à moi et le monde permettait une mise en tension assez stimulante intellectuellement. Donc c'est un sujet qui m'a plu. C'est pas moi qui l'ai proposé, on est d'accord, hein, c'est toi qui l'as proposé, mais précisément je l'ai trouvé en tant que lecteur tout à fait stimulant. Ouais, bah super, c'est vrai qu'il y a une dimension hyper intéressante dans ce sujet-là avec la double répétition pour accentuer l'aspect très égocentrique un peu du sujet enfantin. On l'analysera tout à l'heure avec la copie. Pour revenir là-dessus, je voulais te proposer vraiment de te muer en correcteur et de nous montrer un petit peu comment tu réagis lorsque tu reçois une copie et comment, entre guillemets, tu perçois cette première impression et comment tu guides, entre guillemets, ta lecture. Alors, ce que je vais faire là, c'est un exercice auquel je me prête d'abord régulièrement pendant l'année auprès de mes étudiants, ça va de soi. Donc il n'y a pas de différence pour le coup entre un étudiant de CG ou un étudiant de CT, avec cette différence seulement que le jour du concours, toutes les copies sont digitalisées, ce qui permet une chose très importante, c'est d'avoir une vision d'ensemble. Il est possible d'afficher quasiment toutes les pages d'un seul coup sur notre écran pour voir le produit fini. Alors que le candidat ou la candidate ici ne s'en émeuvent pas davantage que les autres étudiants, mais il s'agit bien de produire quelque chose. Et donc que le résultat de cette production de 4 heures, c'est bien un produit, hein, c'est bien un objet, et cet objet, il doit répondre à certains critères, et c'est précisément ce que je fais. Donc, d'une façon générale, avec mes étudiants comme au concours, je regarde la forme globale. Est-ce que ça ressemble à une dissertation ? C'est-à-dire, est-ce que je vois bien qu'il y a une introduction? Est-ce que je vois bien qu'il y a des grandes parties? Est-ce que je vois qu'il y a des transitions? Est-ce que je vois qu'il y a une conclusion? Voilà. Est-ce que tout cela respire selon un format, certes un peu rhétoriquement normé, mais c'est au moins une base sur laquelle on peut tous se mettre d'accord. C'est rassurant finalement de savoir que une dissertation doit répondre à des exigences. Voilà. Alors à la marge, il y a évidemment des adaptations possibles, mais d'une façon générale, il faut que l'on retrouve ces 3 parties du corps, quoi, une tête, l'intro, un corps bien formé, et puis les pieds là, sur lesquels la dissertation va pouvoir avancer, qui est la conclusion. Ok, super. Et donc concrètement, sur cette copie que tu as reçue, en termes de forme, est-ce que tu trouves que ça ressemblait vraiment à ce qui était attendu au concours? Est-ce que ça en avait en tout cas l'air, a priori? A priori, ça en a l'air. Il y a une introduction qui se développe sur une page entière, donc c'est une introduction relativement conséquente, mais on sait à quel point l'introduction est un moment décisif dans une dissertation. C'est le moment de rencontre, le seul moment de rencontre, en fait, avec une personne. Ça va durer une vingtaine de minutes en général, donc autant faire en sorte que ça se passe le mieux possible et satisfaire l'interlocuteur, en l'occurrence le correcteur. Donc là, on a une jolie introduction dont on peut se dire qu'elle va réussir à poser les choses, à faire une analyse du sujet. On voit même se détacher, ce qui n'est absolument pas obligatoire, hein, l'annonce du plan. On reviendra ensuite dans le détail si tu veux bien. Avec plaisir. Voilà, donc l'annonce du plan qui se détache par d'abord il s'agit de prouver, etc. Bon, ensuite on a des parties qui apparaissent assez nettement avec des alinéas extrêmement importants également pour savoir pour le correcteur où il en est de sa lecture. On a une transition sur la page 3 qui là aussi
sur laquelle on pourra revenir éventuellement, mais qui apparaît. Et la transition, c'est un moment important. Elle est souvent négligée par bon nombre de candidats, mais la transition, c'est ce qui va permettre de lier l'ensemble, hein, les parties l'une avec l'autre. Donc la transition apparaît. Sur la deuxième partie, c'est pareil, on a 3 paragraphes qui apparaissent, donc ça c'est très bien. En revanche, on ne voit pas véritablement apparaître de transition entre la partie 2 et la partie 3. Bon, j'imagine qu'elle se trouve sur la page en pénultième. Quels seraient alors les dangers liés au fait de vouloir s'accaparer le monde? J'imagine que c'est ça. Enfin, là, c'est un peu réduit. Ensuite, on a une troisième partie avec 3 arguments de la même façon, et puis une conclusion. Plus rapide, la conclusion, c'est assez souvent le cas. La conclusion est souvent plus rapide que l'introduction, mais il ne faut pas la négliger pour autant. Bien sûr, souvent, la plupart des étudiants terminent leur copie avec la conclusion sans l'avoir pour autant pré-rédigée au préalable, ce qui fait qu'on se retrouve avec des copies qui terminent sur une conclusion très très brève, et on sent que ça va vite le jour du concours. Oui. En ce qui concerne du coup l'introduction, la personne commence avec une accroche qui est une œuvre d'art. Donc ici plus précisément un artiste qui peint une toile dans l'intimité de son atelier, donc Johannes Vermeer. Qu'est-ce que tu en penses de cette accroche? Est-ce que pour toi c'est une accroche qui est originale? Est-ce qu'elle a la forme d'une accroche qui est attendue au concours? Alors, il n'y a pas d'attente particulière au concours, si ce n'est, comme je le disais tout à l'heure, de savoir capter l'attention de son correcteur, et assez rapidement. Je remets juste les choses en perspective. Un correcteur, c'est variable, enfin bon, il a, disons, entre 100 et 200 copies. En général, ça tourne autour de ça, à corriger dans un temps limité, ce qui signifie qu'il ne va pas s'attarder, hein, c'est pas ses étudiants, lui, il n'a pas d'évaluation à faire, il a juste une note à mettre pour classer les copies les unes par rapport aux autres. Donc, de ce point de vue-là, la charge affective disparaît. Et de ce fait, il faut, dès le début, capter son attention. Ce que les latins appellent la captatio benevolentiae, donc la captation de la bienveillance de son correcteur. Et il y a plusieurs moyens de le faire, et celle-ci, ce moyen-là est tout à fait satisfaisant. C'est-à-dire que, d'une façon générale, on peut faire appel à un tableau, on peut faire appel à une citation, on peut faire appel à un passage d'un roman, par exemple, nous mettre directement en situation, théâtre, film, peu importe, mais en tout cas, nous prendre par la main d'emblée et nous amener sur un terrain que l'on va réussir à visualiser. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc d'emblée, on est avec Vermeer, on est dans sa peinture, on essaye de voir ce qu'il en est, on visualise la chose. Donc ça donne à voir immédiatement, ça nous amène sur le terrain du candidat ou de la candidate. Donc ça, c'est bien. Ok, on voit que l'introduction fait à peu près une page, mais que l'accroche fait presque la moitié de l'introduction. Est-ce que pour toi, c'est vraiment rédhibitoire, peut-être une accroche qui est trop longue ou qui prend trop d'espace par rapport au rôle même de l'introduction, qui est de poser l'ensemble des enjeux? L'accroche n'a véritablement d'intérêt que si elle est réutilisée tout au long de l'introduction, et pourquoi pas, alors ça c'est le Graal, dans les transitions et avec un écho en conclusion, pour montrer qu'il y a un fil conducteur et que du début jusqu'à la fin, quelque chose s'est passé qui s'appelle l'intelligence du candidat ou de la candidate, et qui a permis de percevoir le sujet qui était soumis à la sagacité de sa réflexion de façon différente. Et c'est la raison pour laquelle la référence, soit une citation, soit une œuvre, quelle qu'elle soit, ça peut être intéressant. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de prendre trop de temps dans l'introduction, et puis ensuite de laisser tomber la référence. Il faut que la référence soit le moyen d'aller déjà distiller quelques pistes d'analyse du sujet. Donc il faut faire quelque chose qui est assez fin comme travail, et qui va demander certainement au candidat du temps. Encore une fois, il ne faut pas louper cette période-là, c'est le moment où on va accrocher le lecteur. Donc réussir à faire une référence à quelque chose, et puis dans l'analyse de la référence, amener progressivement le sujet jusqu'à l'évocation d'un paradoxe,
C'est vraiment ce qu'il faut réussir à faire. Alors là, on pourrait sans doute reprocher le fait que ça prend un peu de temps, et qu'ensuite, de Vermeer, il ne soit plus guère question. C'est un peu dommage, alors qu'il y avait de quoi faire sur cet art de la peinture dans mon monde à moi, sur l'enchâssement de plusieurs mondes qui se rétrécissaient jusqu'à l'atelier du peintre et sa peinture comme son monde à lui projeté sur une toile. Il y avait sans doute quelque chose là à faire, mais disons que l'idée elle est bonne, elle n'est pas totalement aboutie, mais elle est bonne ici. Oui, l'accroche en tout cas est originale et intéressante. On voit l'effort en plus de lier avec les termes exacts du sujet au long de l'accroche. Et encore une fois, le but de l'accroche, c'est bien d'introduire le sujet pour ensuite pouvoir développer Absolument. la définition des termes, problématisation et tout ce qui s'ensuit. En ce qui concerne justement le sens du mot monde ici, qu'est-ce que tu en penses un peu de la définition des termes et de la problématisation dans cette copie? Alors, le mot monde est décliné. Il est proposé dans une forme de déclinaison, c'est-à-dire on a plusieurs sens à être suggérés. D'une certaine manière, c'est pas mal. Il faut faire attention de ne pas non plus tomber dans une espèce de glossaire des significations possibles que l'on mettrait l'une après l'autre, sans quoi on a un effet catalogue qui ne sert pas à grand-chose. Il faut que les sens puissent, de ce fait, être accrochés, pourquoi pas à la référence initiale, pour voir comment on peut éclairer telle signification, telle autre signification, enfin tel emploi et tel autre emploi en fonction des circonstances dans lesquelles le mot est employé. Mais là, ça fait peut-être un petit peu catalogue, et surtout, c'est le moi en fait qui me pose un problème, c'est qu'il y a surtout le mot monde qui est évoqué, ok, c'est normal, c'est notre thème, mais mon et moi qui reviennent à deux reprises, là c'est peut-être à peine assez développé. Il y a une énumération volontaire, vous m'en soulignez, justement, avec mon monde à moi. On sent vraiment qu'il y avait une volonté de mettre un ton égocentrique, ou en tout cas presque naïf, entre guillemets, dans la formulation qui aurait pu être approfondie. Et on rappelle aux étudiants, du coup, qu'il est très important dans la définition des termes de prendre en compte la pluralité possible des sens du mot monde, mais toujours par rapport à l'autre terme du sujet qui va donner tout son sens, justement, au terme du mot monde, qui aurait pu être approfondi ici, a priori. En ce qui concerne, du coup, la logique de la problématisation, qui doit découler normalement de la définition des termes du sujet, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, cette problématisation joue pleinement son rôle? Elle pose vraiment les enjeux du sujet, ses limites? En tout cas, on comprend bien la spécificité du sujet ou pas? Alors, pour le plan, alors je vais dire quelque chose, je le répète à longueur d'émissions et de ce que j'écris, etc. Le plan est annoncé d'une manière, je le dis très nettement, que je n'aime pas du tout. Voilà. Les d'abord, ensuite, enfin, qui structurent de façon très claire, on est d'accord, l'annonce du plan, n'amène à une chose, c'est-à-dire au risque du cumul, et d'aller vers l'exposé plutôt que l'esprit de la dissertation, qui est d'avancer d'hypothèse en hypothèse qui se répondent et qui approfondissent la vision que l'on a des choses. Or là, le d'abord, ensuite, enfin vise à saucissonner en fait des aspects, puis les mettre ensemble sans pour autant qu'on ait une vision approfondie des choses. On reste à la surface, comme un exposé, mais on n'entre pas au cœur du monde et au cœur de son monde. Justement, potentiellement, j'ai l'impression que lorsqu'on met d'abord, ensuite, enfin, toutes ces formulations, c'est un moyen pour nous de se rassurer, pour un étudiant, de montrer qu'il y a de la logique interne. Or, justement, ce qui fait la beauté d'une dissertation, c'est quand même l'avancée progressive des réflexions et de sentir justement que tout découle naturellement et qu'il y a vraiment un enjeu, des limites et tout un monde à déconstruire dans la copie, justement. Et absolument. Et je rappelle, parce que tu utilisais le mot logique, d'abord, ensuite, enfin, ça n'a rien de logique. Exactement. C'est de la fausse logique. C'est du cumul, voilà. Mais on pourrait avoir, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Voilà. Donc en fait, c'est une addition, alors que la dissertation avance au contraire par enchaînement d'idées.
Ouais, c'est entièrement d'accord, c'est très clair. Je vois qu'elle a posé comme problématique: «Puis-je faire d'un monde le mien?» sur un sujet comme «Mon monde à toi», enfin à moi, pardon. Est-ce que pour toi, ça va vraiment répondre au sujet initialement posé, ou est-ce que déjà dans la problématique, ça s'éloigne légèrement de ce qui aurait pu être attendu? Mais ça s'éloigne un peu légèrement. Alors je pense comprendre ce qui est passé par l'esprit de la personne qui a rédigé ce travail, qui par ailleurs, enfin je le dis parce que c'est important, hein, est écrit de façon très lisible, ça se lit sans difficulté, et ça, merci, hein, parce que on lit quand même beaucoup de copies, et parfois c'est très compliqué à lire, même visuellement, hein, l'écriture est difficile à déchiffrer, or on n'a pas le temps. Honnêtement, on n'a pas le temps de faire l'effort d'essayer de comprendre ce que la personne a voulu écrire. Donc, c'est bien écrit, et là, merci à la personne en question. Cela dit, je pense que la personne s'est dit, bon, le sujet, c'est le monde, mon monde, c'est réducteur, si je fais une dissertation autour de mon monde, ça va peut-être pas le faire, donc je vais élargir un peu, je vais faire un monde, et puis on va bien voir ce que ça va donner. En réalité, le sujet, c'est bien mon monde à moi. Sans doute y avait-il d'autres moyens, mais peut-être qu'on l'évoquera après, d'envisager les choses. Mais de faire un monde le mien, ce n'est pas exactement le sujet. Exactement, et c'est pour ça que c'est toujours très important de bien se focaliser sur les termes exacts qui ont été choisis par le ou les concepteurs, puisque ça en dit beaucoup, au-delà même du ton et de la formulation exacte, sur quelles vont être les réflexions initiales concernant le sujet, et qu'est-ce qui va être la base du sujet. Donc pourquoi pas essayer de faire une problématique avec les termes exacts du sujet, ou en tout cas quelque chose qui s'y rapproche fortement. Oui, on pouvait très bien imaginer quelque chose finalement de pas si éloigné, mais de plus précis, du style, en faisant très simple, hein, mon monde est-il le mien? Ouais. Voilà, et puis on s'arrête là, on voit bien des implicites qui viennent derrière, mais ça suffisait largement, et on faisait une problématique sans originalité particulière, mais en tout cas sans écart possible. Et là, c'est quand même ce qui est demandé. C'est clair, il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans le hors-sujet, à vouloir faire une problématique qui est trop original, voire même parfois décalé par rapport au sujet initial. Et deuxièmement, ne pas oublier qu'une problématique doit être quand même assez large pour introduire le 1, le 2 et le 3, et ne pas faire une problématique qui pourrait être presque un grand 3, qu'on retrouve assez souvent chez des étudiants qui nous font des problématiques très précises, au point que finalement 2 parties sur 3 ne sont plus dedans. Voilà. Donc c'est très intéressant. Et dans l'ensemble, du coup, cette introduction, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça répond quand même à une attente du concours, ou Ah oui, l'introduction répond aux attentes du concours. Alors, je pense qu'elle est encore perfectible pour devenir vraiment très bonne. Mais en l'état, même si l'on s'éloigne un petit peu du sujet, même si l'annonce du plan est d'abord, ensuite, enfin, en tout cas, formellement parlant, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, je rassure, ou rassure pas d'ailleurs, j'en sais rien avec tout le monde, mais on ne jugera pas que sur la forme. Enfin, j'ai eu l'occasion de le dire, hein, la forme, c'est le fond remonté à la surface, comme disait Hugo. Donc, déjà, la forme, c'est plutôt bien. Maintenant, il y a des petites choses à la marge qui m'ennuient un peu, qui me disent que je vais peut-être avoir affaire à une copie intéressante, mais qui ne me dit pas d'emblée « Ah non, alors ça, on est carrément ailleurs », ni non plus « Waouh, là, il y a un truc incroyable qui va se passer ». Mais la suite peut emporter absolument, la suite peut devenir ce type de choses. Ok, super. Pour synthétiser, on voit ici sur l'introduction qu'il y a une accroche qui est quand même originale, qui est plutôt bien narrée, avec un effort de lier avec le terme exact du sujet initialement. On voit qu'il y a quand même un effort potentiellement à refaire au niveau de la définition des termes, peut-être pour montrer plus la spécificité du sujet, vraiment plus jouer sur l'énumération volontaire avec le mon monde à moi. Une problématisation qui pourrait être approfondie pour bien traiter la spécificité du sujet, ses enjeux, ses limites, et potentiellement un dépassement un peu plus poussé, et une problématique qui pourrait être formulée avec les termes plus proches des termes exacts du sujet, pour bien rester dans la logique de non hors-sujet, et du coup dans la logique de la dissertation et du sujet spécifique. Synthèse parfaite. Parfait. Alors je te laisse enchaîner peut-être sur la première partie dans l'ensemble. Oui. Alors ce que je me suis amusé quand même à faire, parce que c'est aussi ainsi que je corrige, c'est que je regarde la forme générale, ensuite je lis l'introduction, parce que cela va me donner une idée, puis je regarde le plan. Je regarde le plan pour savoir ce à quoi m'attendre et si les promesses de l'introduction vont être tenues au niveau de l'ossature générale du sujet. Donc ce que je fais systématiquement, c'est que je regarde le début de chaque paragraphe pour essayer de voir
ce que ça donne. Et je me suis permis, alors j'espère que ce ne sera pas trop long, mais de reprendre le plan pour se rendre compte de ce que j'ai en tête avant même d'avoir lu l'intégralité de la copie. Alors voilà ce que ça donne à partir de la problématique suivante. Ça donne grand 1, un monde à soi existe indéniablement. 1. Il semble possible de s'accaparer le monde comme un artiste représente son monde. 2. Le monde peut aussi s'envisager dans le sens d'un domaine d'activité que l'on pourrait s'approprier par le travail. 3. Avoir son monde à soi, c'est aussi quelque chose de confortable, un refuge qui permet d'échapper à la réalité. Bien. Alors, je m'arrête juste là, et l'impression générale, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le 1, le 2 et le 3. Que le 1, le 2 et le 3 partent dans des sens différents, visent à éclairer comme ça par spot des éléments sans qu'on comprenne bien comment on est passé de 1 à 2 puis de 2 à 3 et comment 1, 2, 3 fonctionne. Alors le conseil que je donne systématiquement pour s'assurer que les 3 arguments fonctionnent ensemble, c'est d'essayer de les lier dans une seule et même phrase, sans ponctuation, voir si les 3 arguments peuvent s'enchaîner. Si les 3 arguments peuvent s'enchaîner, ça veut donc dire que là, on a quelque chose de cohérent. Mais si on est obligé de marquer d'un point, et puis de passer à autre chose, et puis de passer encore à autre chose, c'est que là, il y a un problème de cohérence. En tout cas, sur ce que je ressens, en tout cas quand tu me l'as reformulé, c'est qu'il y a presque une forme d'énumération, c'est-à-dire qu'on pourrait remplacer par des tirets pour dire, en fait, le grand 1, c'est telle idée, premier tiré pour ça, deuxième tiré pour ça, troisième tiré pour ça, et c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'une dissertation, ça peut être 1 ou 2 ou 3 tirés, et au contraire, normalement, ça devrait plutôt être une suite logique, donc qui découle de ce que l'on a montré dans la sous-partie précédente. On fait un pas en avant dans la réflexion pour aller justement à montrer tout ce qui va venir confirmer, entre guillemets, notre hypothèse dans le grand 1, le grand 2 ou grand 3. Voilà, et le grand 2 et le grand 3 sont en quelque sorte du même acabit, puisqu'on a des éléments pour le grand 2, je dis juste, le monde est neutre et universel. De plus, mon monde à moi ne peut pas tout envelopper. Il est donc possible de se construire un monde, mais pas de l'imposer. Et là, franchement, en termes de logique, je suis dubitatif, quoi. Je ne vois pas comment on est passé par toutes ces étapes. Donc, ça ne veut pas dire que chaque élément ne soit pas intéressant en soi. Le principe de la dissertation est précisément que l'on n'ait pas un ensemble d'ingrédients disposés sur une table, mais qu'on ait une recette complète. Et il faut que tous les ingrédients se mélangent les uns avec les autres pour créer quelque chose qui soit définitivement mangeable et peut-être même succulent. Et pour revenir du coup sur le plan que tu m'as retranscrit, la problématique était la suivante: puis-je faire d'un monde le mien? Au final, avec le découpement que tu as ressenti, en tout cas ce qui laissait transparaître dans la copie, est-ce que ça répond à cette problématique déjà? Parce que c'est une question importante. Oui, et non. Ouais. En réalité, alors à la marge, évidemment, et sans doute le correcteur sera-t-il tenté de vouloir aller sauver le candidat ou la candidate en essayant de voir sous sa proposition comment les choses sont rattachées à la problématique. Seulement voilà, dans une compétition, on ne peut pas sauver tout le monde, et le but de ce type d'exercice, c'est d'offrir très rapidement et immédiatement à son correcteur toutes les chances qu'il comprenne ce que l'on voulait dire, et de le faire le plus clairement possible, le plus fluidement possible, le plus intelligemment possible, parce que si on lui met des bâtons dans les roues, ça va le freiner systématiquement, et malheureusement la note avec. Ouais, c'est clair, et puis encore une fois, on est jugé par rapport à d'autres candidats, donc on se rappelle qu'il y a la forme, le fond, et la forme qu'on donne au fond, qui est aussi un gros plus au jour des concours, et notamment de la correction. Et on rappelle aussi aux candidats, du coup, que ça peut être intéressant de repartir des conclusions des sous-parties précédentes pour avancer, montrer qu'il y a une réelle continuité dans la réflexion. Bien sûr. Et troisième point, ne jamais être paradoxal entre un grand 1 et un grand 2, ne jamais dire mon monde est à moi et un non, en fait, c'est pas à moi. Oui. Très important. Alors, tu as raison de le souligner, il y a quelques formulations. C'est pas grand-chose à corriger, même si on est à 15 jours d'écrit com, c'est absolument pas grand-chose à corriger. Il s'agit juste de ce qu'on appelle modaliser, c'est-à-dire non pas des affirmations, parce qu'une fois qu'on a affirmé quelque chose, il devient insensé, complètement illogique de dire
une chose différente ou le contraire après, ça n'a plus aucun sens. Donc il s'agit de modaliser, c'est-à-dire utiliser le conditionnel, utiliser des a priori, il se peut que, voilà. Donc on a l'habitude de, bon, bref, toute une série d'expressions qui permettent d'affirmer quelque chose, mais avec prudence, ces mêmes choses qui ensuite pourront peut-être être réfutées, pourront peut-être être nuancées. C'est le but de la dissertation. Bien sûr. Et maintenant, si on se focalise un peu plus sur, allez, disons la forme globale d'une sous-partie, par exemple, est-ce qu'en termes de forme d'une sous-partie, est-ce que ça semble correspondre à une bonne sous-partie, ou est-ce qu'il y a des erreurs de forme déjà au niveau de la forme de la sous-partie? Alors, globalement parlant, ça fonctionne. Mais là encore, dans une vision d'ensemble, puisque là, je vous dis, je fais le plan, mais ce que je fais également, c'est que je regarde, globalement parlant, les paragraphes comme ils se présentent. Or, l'exercice de dissertation de culture générale impose que l'on s'appuie sur des œuvres. Et comment détecte-t-on une œuvre à l'intérieur d'un paragraphe? Par son titre, en général. C'est-à-dire, on rend à César ce qui appartient à César, et donc on fait référence à l'auteur, certes, mais également à l'œuvre, d'où l'on extrait la référence. Une œuvre, ça se souligne. Donc le titre d'un tableau, ça se souligne, d'une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, ça se souligne, d'un traité de philosophie, ça se souligne, etc. Donc c'est une façon très rapide, visuellement, de voir dans une copie s'il y a une référence ou pas. Et il y a des paragraphes entiers dans lesquels il n'y a rien de souligné. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fait ici ou là référence à un nom d'auteur, mais un nom, on peut le sortir du chapeau n'importe comment. Ça ne veut pas dire qu'on a lu l'œuvre, et ça ne veut pas dire qu'on connaisse l'œuvre en question. Donc, ça c'est extrêmement important. Essayez de faire en sorte que dans chaque paragraphe, vous ayez une œuvre qui soit identifiée, visible pour le correcteur, au moment où il va lire, en disant, là, dans chaque paragraphe, il y a un titre. Ici, si je te reprends par exemple le premier paragraphe, disons le 1A, selon Schopenhauer, un aspect majeur du monde serait le monde envisagé comme représentation. Est-ce que, a priori, ça apparaît pas comme clivant par rapport à peut-être un étudiant qui va dire c'est pourquoi Arthur Schopenhauer, dans Le monde comme volonté comme représentation, en 1818, commence son ouvrage par le monde et ma représentation. Est-ce qu'au fond, ça va vraiment jouer un petit peu sur ce qui va en ressortir de la copie? Je ne mens pas, hein. J'ai écrit à côté décoratif, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là parce qu'on me dit qu'il faut une référence, alors je pose un nom, mais ça ne dit pas, ça ne dit rien de la connaissance que je peux avoir de l'œuvre. Ça ne sert à rien en réalité, hein. Si c'est juste pour faire de la décoration en mettant un nom d'auteur pour dire j'ai mis un nom d'auteur, ce ne sera évidemment pas suffisant. Ce que l'on souhaite de n'importe quel candidat, qu'il soit ECT, qu'il soit ECG, c'est qu'il ait fréquenté des œuvres. Alors, c'est vrai, et je le répète, hein, en ECT, l'histoire d'un étudiant qui arrive en ECT n'est pas la même que celui d'un ECG. Il a fait moins de français, moins de philo au lycée, donc évidemment, il a sans doute une fréquentation, pour beaucoup, pas pour tous, mais pour beaucoup, une fréquentation moins habituelle des œuvres. Donc, évidemment, ça c'est pris en compte. Néanmoins, l'effort va porter précisément pendant les 2 années de classe préparatoire sur la fréquentation de ces œuvres. Moins, peut-être, mais bien. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc que chaque étudiant ait bien en tête, parce que potentiellement, il vise les écoles les plus hautes, mais quelles que soient les écoles, d'ailleurs, l'idée est exactement la même, d'aller chercher quelque chose qui soit académiquement le plus solide possible. Non, c'est clair, c'est super intéressant. On rappelle aussi que ça, c'est pas forcément un avantage, loin de là d'ailleurs, de mettre un auteur, une citation, pour montrer qu'on a une citation d'un auteur sans jamais l'expliciter, juste pour montrer qu'on a parfaitement appris une citation et qu'on la connaît par cœur, et qu'on rappelle bien que le rôle de l'auteur, c'est bien d'appuyer nos réflexions personnelles et de montrer aussi qu'on maîtrise l'ouvrage ou la citation, ou en tout cas l'extrait dont on parle. Et tu insistes sur quelque chose vraiment important, parce qu'ici, de temps en temps, c'est le cas. On a une citation, mais une citation, ça n'est pas une illustration. Une citation, on peut apprendre 20 citations hein, pendant l'année, 30 citations si l'on veut, mais si on les décontextualise,
si on ne sait pas ce qu'il y a véritablement derrière, si on les balance comme ça pour dire là j'ai une illustration, ben on se trompe. On peut très bien faire une excellente dissertation avec un 20 in fine, sans citation. On peut le faire. Parce que précisément, on maîtrisera les œuvres dont on est en train de parler. Maîtriser, ça veut dire connaître intimement un passage, être capable de le développer, de s'appuyer sur ce passage, voire de l'utiliser 2 fois dans des circonstances différentes, avec une argumentation différente, du moment qu'on le maîtrise. Une citation, bah, c'est en plus, évidemment, mais c'est le côté brillant qui ne trompe aucun correcteur. Et la citation, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais une illustration. Exactement, et c'est pourquoi la citation est intéressante, parce qu'elle met de la forme au paragraphe. Donc en tout cas, il ne faut jamais négliger ce qu'a voulu transmettre l'auteur à travers cette citation, à travers le passage, notamment aussi pour les œuvres littéraires, où c'est intéressant de recontextualiser évidemment l'œuvre et le passage. Par rapport au paragraphe, ici on voit que, en reprenant encore le 1A, tout d'abord il semblerait possible de s'accaparer un monde à la manière de l'artiste qui transmet sa représentation du monde à travers ses œuvres. Il est ici question de monde intérieur que l'artiste cherche à faire entendre. Il crée des mondes à l'aide de son imagination ou retranscrit le réel de manière biaisée. Bon, ici, on voit que la candidate essaye de conceptualiser à sa façon, de faire un peu de réflexion personnelle. Est-ce que tu penses que ça joue le jeu, ou est-ce que ça pourrait être amélioré en termes de forme ? Alors, d'abord, l'argument qui s'arrête à 16 œuvres, je crois, donc à la 3e ligne, l'argument est peut-être un peu long. En fait, puisque il faut viser la clarté, autant faire des arguments qui soient clairs, et il faut se servir de ce que l'on sait faire en résumé de texte, c'est-à-dire dire beaucoup avec le moins de mots possible. Et donc, un argument, s'il fait 2 lignes, c'est bien. Voilà, ça évite de trop en dire, d'étaler, de tirer l'argument, et à la limite, même la référence à l'artiste pouvait très bien sauter, dans l'argument en tout cas. Ensuite, que l'on se serve de l'artiste, ok. Et d'ailleurs, je me dis que la référence à l'artiste est une façon de faire un écho à la référence initiale de l'introduction. Il est juste dommage d'être passé par l'impressionnisme, alors que Vermeer n'est pas un impressionniste, pour venir développer cela, avec qui plus est une affirmation dont je laisse la responsabilité à son auteur, mais donc retranscrit le réel de manière biaisée, comme l'impressionniste qui peint ce qu'il perçoit sans se soucier de la conformité au réel. Alors là, on pourrait entrer dans le débat, parce que est-ce que le réel, ce n'est pas précisément ce que je perçois ? Surtout en plein dans le thème de l'année. Donc là, il y a une espèce de réserve sur ce que font les impressionnistes qui me semble presque aller à l'encontre de ce que font les impressionnistes. Et c'est justement ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on ressent un peu de cette première sous-partie, c'est que finalement, il y a une volonté de montrer qu'on ne commence pas directement par l'auteur, et ça, pour le coup, c'est louable, c'est une très bonne chose. Cependant, on voit quand même que parfois c'est un peu catégorique, alors que ça ne devrait pas forcément l'être, comme l'impressionniste qui peint ce qu'il perçoit sans se soucier de la conformité au réel. Faire gaffe quand même peut-être aux affirmations comme ça. Et deuxièmement aussi, je comprends aussi la volonté de retourner sur l'artiste et faire écho, mais peut-être qu'ici ça devient réducteur par rapport à ce qui pourrait être montré dans la sous-partie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, disons que ça restreint le champ. Et à la limite, la référence à l'art, pourquoi pas, hein, mais pas dès le premier argument, qui n'est vraiment pas le plus évident. En général, on rappelle, une première partie, ça vise à exposer les choses telles qu'on les perçoit a priori, telles qu'elles pourraient a priori se comprendre, et pas nécessairement par quelque chose qui, faisant référence à l'art, intervient en 2e ou 3e temps dans l'analyse que l'on fait du monde ou de mon monde. Enfin, quand on parle de mon monde à moi, je ne pense pas que spontanément on pense à l'artiste, quoi. C'est pas la première chose à laquelle on pense. Si je peux te le confier, j'ai pas pensé à l'artiste en proposant ce sujet-là. Par contre, pour synthétiser un petit peu sur cette première sous-partie, on le fera peut-être pas sur toutes les sous-parties, mais c'est pour prendre exemple. Finalement, on voit qu'il y a un effort de réflexion, mais qui pourrait être formalisé, entre guillemets, mieux conceptualisé. On voit qu'il y a quand même un côté très catégorique qui devrait être repensé, parce que justement, c'est peut-être pas ce qui est attendu de mettre à quelque chose d'aussi catégorique, surtout quand l'argument laisse à désirer. On voit que l'auteur est finalement peut-être
pas assez précis et gagnerait en tout cas à ramener un livre, la date de l'ouvrage, être plus précis finalement et montrer qu'on a bien étudié l'œuvre. Mais par contre, on validera entre guillemets la forme qui amène globalement à ne pas commencer directement par un auteur pour montrer qu'on connaît l'auteur et qu'on fasse notre réflexion par rapport à l'auteur. Absolument. Ouais. Par rapport à la deuxième sous-partie, je voulais juste te parler de ça rapidement. Directement, le monde peut aussi s'envisager dans le sens d'activité, peut aussi s'envisager dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui directement peut amener à un frein par rapport à un début de sous-partie ? Bon, alors déjà, l'expression n'est pas très... Voilà, n'est pas très élégante, mais à la limite, bon, peu importe, on passe dessus. En revanche, le peut aussi. Donc, on est alors clairement dans l'idée du cumul. Voilà, donc, c'est rien de logique, hein, peut aussi s'envisager dans le sens. Alors, c'est une expression extrêmement lourde. Et finalement, ce que nous dit le candidat ou la candidate, c'est que il ou elle va décliner l'idée du monde. Mais alors, on n'est pas dans mon monde à moi, là-dedans, on est dans une définition du monde. Et donc, ce deuxième argument s'éloigne, alors, non seulement de l'argument précédent, mais semble s'éloigner même du sujet. Exact, et on voit que pour rattraper un peu son argument, elle essaye de nouveau de faire un petit peu un lien avec l'artisan, cette fois-ci, ce n'est plus l'artiste, c'est l'artisan. Est-ce que ce n'est pas un peu... une accumulation à force de faire des comparatifs avec l'artisan, l'artiste. Est-ce que finalement on ne devrait pas être un peu plus formel et un petit peu moins dans l'exemple pour rattacher un peu nos idées ? On est dans la déclinaison en fait. Donc ce que tu dis, c'est on fait un listing d'éléments et puis on les enchaîne. Alors en soi, encore une fois, ça n'est pas faux. Et ce sont même des éléments qui pourraient être totalement réutilisé. Seulement, on est un peu loin du sujet. Et là encore, si on regarde juste la forme du deuxième paragraphe, je ne vois rien qui soit souligné. Alors, je vois apparaître les souliers de Van Gogh. Bon, je vois la référence à Heidegger. Très bien. Mais d'abord, on n'a pas l'analyse véritablement l'analyse qui est proposée. Donc, soit, en fait, on est dans l'ordre de l'allusion et pas de l'illustration. Or, une dissertation, c'est aussi un esprit de précision. Il s'agit de ne pas être allusif, ne pas faire comme si la personne savait de quoi elle parlait. Sans doute, le candidat sait-il de quoi il parle, ou sait-elle de quoi elle parle, mais quoi qu'il en soit, le sentiment que moi j'ai en lisant cela, c'est que c'est extrêmement général. Je partage absolument ton ressenti. Pour revenir très rapidement aussi sur le 1C, très rapidement, la candidate dit par exemple, un passionné considère avoir une certaine légitimité dans son domaine et y retrouve son identité. Comment tu te positionnes, toi, avec les par exemple, plus un exemple du quotidien ? Alors, le par exemple, ça ne sert à rien de le mettre, puisqu'on est censé donner un exemple. Donc, puisqu'on arrive à l'exemple, ça ne sert à rien de dire j'arrive à l'exemple, voilà l'exemple, donc par exemple. Donc, inutile d'utiliser cette formule. Et puis, le passionné qui considère avoir une certaine légitimité dans son domaine, ok, mais enfin... on n'est pas dans l'analyse culture générale, là, pour le coup. On est dans la discussion un peu à côté. Pourquoi pas ? Encore une fois, moi, je n'interdis pas de s'appuyer de temps en temps sur la référence à son quotidien pour ancrer la pensée. Mais il ne faut pas que ça devienne l'exemple. C'est-à-dire, c'est un stimulus, pourquoi pas, qui se trouve éclairé ensuite par le recours à une œuvre que l'on analyse, mais ça ne peut pas tenir lieu d'exemple. Et ici, on voit justement qu'il n'y a pas de référence ni philosophique ni littéraire. Est-ce que cet exemple aurait pu être remplacé, par exemple, par une œuvre littéraire, auquel cas ça aurait peut-être amené un peu plus de consistance au paragraphe et potentiellement le même raisonnement, mais avec une œuvre littéraire qui aurait illustré finalement ce que voulait dire la personne dans cette sous-partie ?
Oui, de toute façon, clairement, il y a beaucoup d'œuvres, je pense, qui auraient pu entrer en écho avec ce que semble vouloir montrer la copie. Donc avoir son monde à soi, c'est aussi quelque chose de confortable, ou de réconfortant plutôt que confortable, je pense. Un refuge qui permettrait d'échapper à la réalité. Tous les héros qui entrent dans des mondes de la fiction, dans leur monde de fiction, comme Alice au Pays des Merveilles, voilà, c'est quelque chose qui pouvait très bien être utilisé. Alors encore faut-il avoir la référence, clairement, qui aille avec. Mais pour le coup, là, le seul exemple qui soit donné étant la référence à une expérience du quotidien, ça ne peut pas fonctionner tel quel. Et pour clôturer un peu ce grand 1, finalement, dans l'annonce de plan, elle nous dit d'abord il s'agit de prouver que l'existence d'un monde à soi est indéniable. Et finalement, si on termine vraiment le grand 1, on termine avec, comme phrase, par exemple, un passionné considère avoir une certaine légitimité dans son domaine et donc il trouve son identité. Est-ce que pour toi, finalement, avec cette dernière phrase de la sous-partie C, donc du coup, du grand 1, puisqu'après on voit que c'est une transition, est-ce que pour toi, ça a vraiment répondu à ce qui était posé dans son annonce de plan? La seule chose qui fasse véritablement écho, c'est l'idée de trouver son identité. Qui renvoie au moi, au je, donc à l'ego. Mais cette notion d'identité n'a pas nécessairement été explorée auparavant. Donc comme le fil n'a pas été tiré, il semble ici s'imposer au nœud du dernier argument comme quelque chose un peu artificiel. Entièrement d'accord. Et ensuite, on voit qu'il y a une volonté de faire une transition pour marquer une forme de paradoxe entre le 1 et le 2. Cependant, vouloir s'accaparer un monde n'est-il pas vain ou illusoire? Dans quelle mesure un monde, voire le monde, peut-il réellement être le mien? Ne faut-il pas pour cela obtenir une légitimité aux yeux des autres? Finalement, on se retrouve avec 3 questions pour la transition. Est-ce que ça fait beaucoup ou pourquoi pas? Oui, alors bon, pourquoi pas si on avance d'étape en étape. Là, encore une fois, il n'y a pas de règles qui soient imposées. Moi, je sais qu'une transition, puisqu'elle doit assurer le lien entre deux parties, en général, rhétoriquement parlant, débute par un rappel de ce que l'on a montré, puis amène un moment de bascule, un point de bascule, pour ensuite relancer la réflexion sur une autre partie. Il y a des règles qui peuvent être parfaitement normées pour faire une transition, qui sont sans doute un peu scolaires, etc., mais qui dans l'ensemble quand même montrent que ainsi on a montré quelque chose, or dans ce qu'on a montré il y a quelque chose qui vient nous poser un problème. C'est d'ailleurs le rappel du paradoxe initial de l'introduction. Dès lors, ou aussi, et là on annonce le titre de la partie suivante, pour permettre de glisser logiquement vers une autre étape de la réflexion. En ce qui concerne la deuxième partie, du coup, qui est introduite après cette transition, très rapidement, lorsqu'on regarde en diagonale, on voit cette fois-ci des titres soulignés. Oui, on en voit là. Oui. Cependant, dans le détail, on voit qu'il y a finalement 3 auteurs. On voit Wolf, on voit Marcel Proust, on voit Husserl. Est-ce que ça fait beaucoup, 3 auteurs dans une sous-partie? C'est surtout, on voit la contraction. De dire le monde, on a un titre. Ensuite, on n'entend pas parler. On a une citation de la prisonnière. Et puis c'est terminé, il n'y a pas eu d'analyse entre les deux. De la même façon, sur le paragraphe suivant, donc les manières de faire des mondes, et histoire comique des États des empires de la Lune, sur 5 lignes, on se dit qu'il n'y a pas tellement eu d'analyse à être proposée. Voilà. Donc, inutile d'enchaîner non plus les références. Il faut bien maîtriser ce que l'on a à dire. Une référence peut très bien suffire à l'intérieur d'un paragraphe. Si on a 2 références, c'est bien. On essaie à ce moment-là de doser les choses en mettant une référence en majeur, c'est-à-dire qu'on met le paquet dessus et on va bien développer, on va entrer dans l'analyse, qui peut-être faire écho à une autre référence à laquelle on avait songé, qui interviendra en mineur, qui ne doit pas être une redite de ce qui a été déjà dit, sinon on perd du temps, mais qui doit apporter un élément supplémentaire. Et très souvent d'ailleurs, cette référence en mineur va être l'amorce qui va permettre de penser à l'argument qui suit.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne d'habitude. C'est clair. Et ici, potentiellement, on voit donc La prisonnière, peut-être, vu que c'est une œuvre littéraire, on aurait pu insister sur la relation entre Albertine et le narrateur notamment, et peut-être mieux contextualiser tout simplement l'œuvre. Ça aurait peut-être amené un peu plus de narration, un peu plus d'authenticité. Alors sans doute, maintenant... si un étudiant de 2e année me dit au cours de sa 2e année qu'il a eu le temps de lire La prisonnière de Proust, j'en suis très heureux, mais j'ai quelques doutes. Ouais, on voit la taille de l'œuvre de Marcel Proust, voilà, c'est dense. En ce qui concerne aussi, justement, tant qu'on est sur les auteurs, on a une œuvre majeure, une œuvre mineure. Est-ce que tu conseilles peut-être de varier dans ces cas-là, si on utilise 2 œuvres, peut-être un philosophe ou un phénoménologue avec une œuvre littéraire, peut-être une pièce de théâtre à la place, un poème? Oui, varier, peut-être pas mettre que de la philosophie ou que de la littérature dans ce cas-là. Oui, le plaisir est dans le mélange, hein, et donc il faut savoir faire dialoguer les œuvres les unes avec les autres. Je répète, il n'est pas obligatoire d'avoir 2 illustrations dans un paragraphe, mais si on réussit à en avoir 2 pour donner de la densité à sa réflexion, c'est très bien. Auquel cas... tous les choix sont possibles. Hein. Si on maîtrise suffisamment la philosophie, être capable de faire dialoguer 2 philosophes l'un avec l'autre, c'est très bien. Un philosophe avec un écrivain, un artiste de son époque ou pas de son époque, d'ailleurs, ça peut être très bien aussi. Et puis, voilà, enfin, tout est absolument possible. L'important, encore une fois, c'est de faire un travail d'intelligence au sens étymologique du terme, c'est-à-dire mélanger les logoi, hein, mélanger les discours, mélanger les façons de raisonner pour créer quelque chose de neuf et qui appartienne en propre au candidat. Nickel. Et par rapport au 2B, peut-être pas repasser encore sur toute la sous-partie, mais on voit à la fin une référence avec, par exemple, dans Histoire comique des États et empires de la Lune de Cyrano de Bergerac en 1657, le protagoniste va sur un autre monde et celui-ci est dirigé par les autruches et il n'est rien par rapport à elle. Ainsi, les rôles s'inversent, les autruches ne prétendent aucune légitimité à l'homme, point. En fait, voilà. Et pour tout dire, je n'ai pas ce que la personne avait en tête. Je pense qu'elle avait des choses en tête, mais en tout cas, ça ne se lit pas là. Je ne sais pas vraiment ce que ça signifie, en réalité, le passage. Et potentiellement aussi, on voit que la sous-partie se termine sur une œuvre que le correcteur n'a pas forcément en tête. Peut-être que ça pourrait être un vrai plus pour le candidat de bien terminer sa sous-partie en faisant écho à la réflexion qu'il a voulu mener dans celle-ci. Et deuxièmement, peut-être toujours contextualiser encore une fois l'œuvre, parce qu'on ne sait jamais si la personne qui lit la copie voit absolument ce qu'elle a voulu dire, parce qu'il y a toujours un monde, encore une fois, entre ce que l'on pense et ce qui est écrit et ce que la personne va comprendre. Oui, mais beaucoup de candidats, enfin même pendant l'année, hein, quand ils se préparent, viennent nous trouver en disant « je comprends pas, je voulais dire ça ». Oui, alors vouloir dire c'est bien, mais c'est encore mieux de le dire, et donc de le dire clairement. Et là, ça n'est pas clair. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est derrière, mais qui n'a pas été porté à la connaissance du correcteur, donc c'est gênant. C'est dommage. Et pour le 2C, on retrouve finalement une autre sous-partie qui n'est pas directement liée, et on retrouve surtout pas d'auteur. Est-ce que c'est dérangeant pour toi, une sous-partie sans auteur ou pas? Oui, pour moi c'est dérangeant. Alors ça n'est pas rédhibitoire. On peut très bien avoir une sous-partie, on peut très bien avoir. On peut imaginer une sous-partie sans référence. Cela dit, c'est toujours mieux, encore une fois, de rendre hommage à ceux grâce à qui on a réussi à articuler une pensée. Et donc, parce que le génie propre, c'est très bien, mais enfin, bon, voilà. Autant, puisqu'on est dans une épreuve de culture générale, montrer que l'on a de la culture et donc articuler, montrer aux yeux du correcteur que l'on sait sur qui s'appuyer. Ok, pour synthétiser très rapidement ce grand 2, finalement on voit que ce qui est intéressant c'est qu'il y a au début un effort de réflexion et ça c'est toujours louable et valorisable. On voit que les références manquent potentiellement de maîtrise et ça se ressent très vite à la lecture. Et de précision. On voit qu'il manque potentiellement des conclusions à la fin de chaque sous-partie qui permet de bien voir l'avancée de la réflexion entre le début du paragraphe et la fin du paragraphe. Peut-être aussi repartir du coup pour les sous-parties suivantes des conclusions précédentes pour bien montrer la linéarité entre les 3 sous-parties et
terminer aussi avec l'importance d'un auteur quand même dans une sous-partie, puisque même si la réflexion est le propre de la dissertation, on est dans une épreuve de culture générale, c'est important d'en plus de montrer qu'on est intelligent, montrer qu'on est cultivé et qu'on a des références pertinentes. C'est le but. Parfait. Je voulais avoir ton avis déjà sur le grand 3, savoir un peu si pour toi ça jouait vraiment déjà son rôle de dépassement quant à la formulation. Alors déjà le grand 3, il commence par dès lors. Et, on se demande ce qui précède, puisque c'est le premier paragraphe de cette partie. Le dès lors, théoriquement, marque un signe de conséquence. On ne peut pas avoir une conséquence alors qu'on débute. Donc le dès lors ici est mal choisi. Alors ensuite... Ensuite, enfin, je ne sais pas comment toi tu as vu les choses. On a 3 arguments à nouveau. Le dernier, c'est un enfin. Ça aura été une espèce de constante dans le devoir. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on retrouve des éléments en dernière partie qui auraient très bien pu se retrouver au début, voire dans l'analyse du sujet, puisque le deuxième argument dit le caractère capricieux et enfantin de l'expression pléonomastique, je sais pas quoi, enfin bref, mon monde est à moi. Ça, c'est quelque chose qui aurait sans doute dû intervenir en introduction. Ouais. Et ce type de remarque qui intervient à l'avant-dernier paragraphe de la dernière partie nous fait penser qu'on n'a peut-être pas beaucoup avancé, qu'on revient peut-être au point de départ. Surtout, comme tu le dis à juste titre, c'est quelque chose qui normalement aurait dû être au niveau de la définition des termes du sujet, de la problématisation, pour poser justement la spécificité du sujet. Et on voit qu'on le retrouve dans la deuxième sous-partie du grand 3. Personnellement, sur le grand 3, j'ai toujours un peu de mal avec ce solde toujours. Quand on me dit toujours, oui, c'est un mot qui me bloque, le toujours en philosophie. Ça fait catégorique, ça fait... j'ai du mal avec cette formulation. Rien ne dure dans le temps. Ça fait vraiment catégorique, comme si on n'avait pas le choix que d'affirmer ce qui a été dit par la candidate. Je ne sais pas ce que tu en penses, si toi c'est quelque chose aussi qui est rédhibitoire pour toi, enfin rédhibitoire peut-être pas, mais qui te dérange à la lecture. Ça me dérange toujours. Mais quand il y a un toujours ou un jamais, autant le confier à un auteur ou une référence. Au moins, il est responsable de ce qu'il dit. Je pense quand même qu'au bout de plusieurs mois passés à découvrir le monde, chacun aura compris que dans le monde, il n'y a jamais de toujours et il n'y a jamais de jamais. Et donc, c'est presque un contresens au thème, en ce sens que nous, on ne fait que des propositions. On n'est pas là pour énoncer des vérités générales, ni des vérités éternelles. Donc, éviter effectivement les expressions de toujours et de jamais. Les expressions assez catégoriques. Par rapport au 3B, il y a un extrait que je vais te lire très rapidement. Le caractère capricieux et enfantin de l'expression pléonasmique « mon monde à moi » dénote aussi un certain égoïsme humain. Pourquoi pas ? L'homme voudrait vivre comme il l'entend, quitte à ce que cela nuise au monde en tant que planète Terre, ainsi qu'aux autres espèces qui l'habitent aux générations futures. En effet, l'enjeu climatique est déterminant aujourd'hui, à l'heure où la planète est menacée si une action collective n'est pas menée. Il paraît donc peu correct, éthiquement, d'agir de manière irresponsable sous couvert que le monde est bien. Oui. En particulier, comme le fond est pas faux, mais la forme me dérange, je sais pas, toi. Oui, alors là, il y a une espèce de discours militant que l'on entend très bien. Ça, je n'ai rien à dire là-dessus, mais ce n'est pas le lieu. Voilà. La dissertation, ce n'est pas le lieu d'évoquer ses convictions personnelles ou ses angoisses ou je ne sais trop quoi. D'autant que là encore, ça ne s'appuie sur rien, aucune référence particulière. Et puis surtout, on est assez loin du sujet là encore. En fait, c'est un peu ce que je ressens. Je ne sais pas si c'est vraiment ton ressenti aussi, mais au fur et à mesure qu'on lit la copie, on semble s'éloigner du sujet initial. On ne retrouve plus vraiment les termes du sujet. On ne retrouve pas la linéarité de la pensée. Et finalement, sur un passage comme celui-ci, qui est intéressant dans le fond, finalement, on se retrouve presque plus sous une forme de géopolitique, alors pas vraiment comme la dissertation de géopolitique, mais presque un fond géopolitique plus qu'un fond philosophique ou littéraire. Et on se retrouve avec un paragraphe qui du coup se retrouve sans auteur, sans réelle conceptualisation. Donc ce qui pourrait être intéressant finalement devient presque, comme tu le disais tout à l'heure, perçu comme du militantisme.
Oui. Mais oui, et qui se poursuit dans le troisième argument. Enfin, il est parfois impossible de s'identifier à un monde. Bon, alors, ce qui veut dire que tout à coup, on vient d'évacuer le sujet lui-même. C'est notamment le cas des transfuges de classe qui vivent déchirés entre deux mondes. Alors, on voyait arriver Annie Ernaux, hein, voilà, un coup de gros sabot. Mais là encore, d'Annie Ernaux, rien qui soit évoqué comme œuvre. Donc, on a le sentiment qu'on nous parle d'Annie Ernaux comme on en a parlé dans les journaux un peu rapidement, mais sans qu'il y ait eu un contact avec la moindre œuvre. Et c'est un peu dommage, surtout que, bon, pourquoi pas, on peut faire référence à Annie Ernaux sur son monde. Enfin, comment elle est passée d'un monde à l'autre, ça je suis d'accord, et que son monde n'était pas nécessairement le sien. Mais précisément, c'était quelque chose de très intéressant à analyser et qui là se retrouve un peu évacué. Et du coup, pour terminer, finalement, si on reprend juste la conclusion, est-ce que finalement cette conclusion répond à la problématique initiale ? Non, la conclusion a du mal à répondre. Alors, ce qui est très curieux dans la conclusion, c'est qu'on a des pistes qui ne sont pas inintéressantes. On aurait peut-être aimé les voir traitées pendant la dissertation, et elles ne le sont pas tout à fait. Il n'y a pas de retour au début, et donc nécessairement c'est une conclusion qui nous laisse un peu sur notre faim. Bon, merci beaucoup en tout cas Frédéric de t'être prêté au jeu d'analyser une copie sur le thème même du monde à quelques semaines des concours. Et je te souhaite une très belle journée, à très bientôt. Merci beaucoup, et moi je souhaite bon courage et surtout beaucoup de confiance aux étudiantes et aux étudiants qui se préparent actuellement, parce qu'on ne va pas à un concours sans la confiance de tout ce travail qui a été mené pendant ces mois. C'est vrai, bon courage à tous les étudiants et à très bientôt.